On a tous entendu l'expression. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Aujourd'hui, nous recevons Étienne de Sainte-Marie, cofondateur et CEO de Republic. Republic est un réseau social d'un genre un peu nouveau. Il vise à renverser le business model de l'économie de l'attention. Et il fait passer l'utilisateur de son état de produit à celui de propriétaire. Nous discuterons avec lui des effets pervers de cette économie de l'attention observée depuis une vingtaine d'années. Et quelles solutions Republic se propose d'apporter à l'heure du Web 3.0. À tout de suite. Étienne de Sainte-Marie, bonjour. Vous êtes le CEO et cofondateur de Republic. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de Dukascopy. Vous avez cofondé un nouveau réseau social qui s'appelle Republic. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Republic, c'est un réseau social fondamentalement qui vise à nous affranchir de l'économie de l'attention et de tous les effets qui en résultent. Donc, je peux développer là, mais nous, on part du principe que tous les effets délétères constatés sur les réseaux sociaux, les grandes plateformes globales, que sont la polarisation, la censure, la violence, l'augmentation, parce que ça existait avant, des fake news, les addictions numériques, etc., sont toutes contenues dans l'économie de l'attention et la dépendance financière à l'attention des utilisateurs. Donc, partant de ce postulat, on a construit un nouveau modèle qui sort de celui-ci et qui nous permet de reconstruire de vraies interactions beaucoup plus authentiques, des contenus plus authentiques aussi, moins uniformes et une vraie liberté d'expression large et saine, ce qui est en fait souvent très difficile sur les autres plateformes. Parce que quand on parle de liberté d'expression sur d'autres plateformes, c'est souvent la foire d'empoigne, les gens se tapent dessus, donc ils disent tout, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, et en fait, c'est pas notre conception de la liberté d'expression. Je voulais revenir quand vous parlez de la dépendance financière, parce que vous parlez de l'économie de l'attention, donc on comprend bien, donc en gros, c'est un peu cette expression du putaclic, plus on fait du buzz et plus on est suivi, donc plus l'algorithme, mais quand vous parlez de la dépendance financière, vous voulez dire quoi par rapport à un réseau social? Alors, l'économie de l'attention, effectivement, pour nous, c'est très familier, mais ce n'est pas pour tout le monde. L'économie de l'attention, c'est l'économie qui est fondée sur le fait que l'attention est la valeur marchande et donc qui a pour principe de capter au maximum l'attention des utilisateurs par tous les moyens, et c'est là où est le problème, pour la revendre à des tiers. Ça, je pense que j'apprends rien à personne, des publicitaires, des corporates. C'est ce fameux reportage notamment qui avait été sur Netflix, là où c'est gratuit. Dilemma. C'est là où vous êtes le produit, ouais, là où c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Exactement, c'est exactement ça. Effectivement, très bon reportage, Social Dilemma, qui illustre de manière, qui vulgarise ça très bien. Je crois qu'il avait été visionné 38 millions de fois, quelque chose comme ça. Je sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Et c'est vraiment un truc à voir. Et en fait, là, on peut aller très loin. C'est pareil pour tous les médias. À partir du moment où l'information est un bien de consommation, il y a un vrai problème. Ça veut dire que, en gros, l'information qui va se voir et qui va se vendre, on va la divulguer, on va la pousser. Et celle qui ne va pas se voir, même si elle est importante, on n'en tiendra pas compte. C'est un vrai problème de société. Donc c'est ça, en fait, l'économie de l'attention. Et donc, effectivement, si c'est gratuit, il faut bien financer ces plateformes. Qu'est-ce qui finance ces plateformes? C'est l'attention. La conséquence, c'est que plus l'utilisateur est connecté, plus son attention est captée, plus il vaut cher. Et derrière ça, forcément, il y a des mécanismes, les algorithmes, etc. C'est pas forcément machiavélique au départ. Ça s'est fait comme ça pour fournir du gratuit, qui, vraiment, par tous les moyens, vont chercher à garder l'utilisateur connecté. Et en fait, je peux développer longtemps, mais le principe, c'est que pour nous garder connectés, il n'y a rien de plus simple que de viser les instincts et de nous faire réagir instantanément, encore et encore. On n'est pas loin de la pyramide de Maslow, j'imagine, où il y a des besoins primaires, etc., où il faut les nourrir assez rapidement. Ouais, on pourrait comparer à ça. Et voilà. Et en fait, c'est surtout avec la puissance technologique d'aujourd'hui et qui va aller qui se développe de manière exponentielle, et avec l'intelligence artificielle, ça va être encore un autre univers. Ça pose de vrais problèmes sur la société. Et nous, on est tout à fait, on constate, et je pense qu'on est loin d'être les seuls, que les réseaux sociaux globaux, à commencer par Facebook, ont énormément contribué à façonner la société dans le monde réel et les interactions. On les a vus sur les élections récemment. Exactement. Tout le monde s'inquiète d'ailleurs des prochaines élections américaines. Exactement, mais sans aller jusqu'à des phénomènes globaux comme ça, simplement la façon de se vendre sur Internet en faisant
en créant des petits narcisses qui vendent une vie qu'ils ne vivent pas et en fait qui restent complètement isolés, voire dépressifs si on va loin. Tout ça, c'est lié. Donc, ouais, il y a un vrai enjeu de société et nous, on part du principe... Enfin, moi, quelqu'un qui me dit, en fait, je voudrais supprimer les réseaux sociaux et je voudrais en sortir, j'entends complètement. Et honnêtement, je serais prêt à le faire. Je pense que ce serait une bonne solution. Et comment vous est venue, du coup, cette idée de Republic? Vous avez vu, en fait, les modèles qui se sont déroulés devant vos yeux et vous vous êtes dit, mais en fait, ça ne correspond pas à ce qu'on fait de mieux au niveau philosophique et financier. C'est ça? Alors, le projet a une histoire en plusieurs étapes, pas forcément rectiligne, mais en fait, à la fin de mon dernier job, on est venu me chercher pour une idée qui venait pas de moi, donc, de bataille de contenu entre utilisateurs. Et l'idée, c'était de lancer des batailles sur des thématiques et les utilisateurs votaient et arrivaient à X, le contenu gagnant offrait des récompenses à son auteur. Et l'idée derrière ça, c'était déjà de sortir un peu de la dictature algorithmique, du schéma influenceur top-down, pour voir ce que vraiment les utilisateurs aimaient sur les thèmes. Et j'ai trouvé l'idée intéressante, donc on a commencé à creuser ça. Et en fait, pendant les élections américaines de 2020, en faisant quelques enquêtes utilisateurs, on s'est rendu compte, et c'était vraiment avant que... Maintenant, c'est un sujet, les réseaux sociaux, c'est assez public maintenant, toutes les problématiques, mais on n'en parlait presque pas à l'époque. Et on s'est rendu compte, en changeant avec des utilisateurs américains, qu'il y avait un pain, enfin une douleur un profond dysfonctionnement sociétal dans les réseaux sociaux, en profondeur. Et on s'est dit à ce moment-là, en fait, il faut aller plus loin. En fait, ce que les gens veulent, ou en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une nouvelle façon de faire du réseau social. Donc, en fait, on a commencé à analyser ce phénomène de l'économie de l'attention. Maintenant, c'est un terme, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est un terme très... et voilà, à décortiquer tous ces mécanismes. Ouais, d'autant que les plateformes, on va dire historiques, pas s'amusent, mais capitalisent dessus avec l'attention du poisson rouge. Elles sont construites là-dessus, sur l'attention du poisson rouge, où il faut mettre moins de 9 secondes. On sait qu'ils ont même des guidelines bien structurés qu'ils envoient aux marques comme aux partis politiques en disant les 2 premières secondes, les 5 premières, etc. etc. Ouais, tout à fait. Et du coup, peut-être, quels sont vos fondamentaux, en fait, qui changent? En quoi vous vous différenciez d'un Facebook, d'un Twitter? Déjà, le modèle. C'est-à-dire que nous, on essaye Enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on le fait. Enfin, il est hyper important si on veut sortir de cette économie-là, de trouver d'autres moyens de financement, puisqu'en fait, c'est ça qui finance les réseaux. Donc, là, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais je vais direct à votre réponse, à une partie de la réponse qui est fondamentale, c'est que si on sort de l'économie de l'attention, si on parle d'un modèle qui veut proposer une alternative globale et pas d'un réseau de niche, en fait, il n'y a pas d'autre solution que de faire payer les utilisateurs. Ça, c'est le truc le plus désagréable. Mais après, pour aller... Oui, mais vous inscrivez aussi dans un moment où on est en train... Là aussi, il y a un trend quand même qui va pour vous, c'est par rapport à l'information, où pendant très longtemps, elle a été gratuite sur Internet parce qu'on estimait que c'était accessible. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que l'information, si on la veut de qualité, on a remis du payant. Et à première vue, les gens, la population n'a pas eu de grandes difficultés à payer son abonnement. Alors, ce que je cite souvent... J'espère ne pas me tromper, mais je crois que c'est le New York Times qui, vers 2015, a été le premier à proposer, nous on n'est pas sur le même modèle, mais c'est pour aller dans ce sens-là, à proposer des abonnements payants. Et en fait, tout le monde disait à cette époque-là, non, attends, il y a tout gratuit sur Internet, pourquoi j'irais m'abonner à la presse? En fait, c'est ça qui a sauvé, en tout cas, c'est ça la vache à lait du New York Times maintenant. Je crois que c'est $2 par semaine, si je ne dis pas de bêtises, et ça s'est répandu partout. Donc, en fait, personne n'y croyait, et effectivement, ça a marché. Le deuxième point sur lequel, quand même, je veux revenir dans notre modèle, c'est qu'il ne suffit pas de faire payer les utilisateurs. Si on veut aller au bout, qu'est-ce que la valeur d'un réseau, en fait? Ce sont évidemment les utilisateurs et ce qu'ils produisent. Sans ça, il n'y a pas de réseau. Et du coup, nous, on s'est dit qu'il fallait vraiment aller au bout de la démarche intellectuelle honnête pour que ce soit vertueux pour tout le monde et pour que tout le monde y gagne. Ça veut dire dans la vision cible, on n'y est pas encore, l'utilisateur paye, mais c'est pas juste un accès à la plateforme comme sur Netflix ou autre, n'importe quel service. Il recevra, en contrepartie de sa souscription, une fraction du capital, sous forme de token, etc. Donc en fait, ce qu'on appelle le pay to own, l'idée c'est que les utilisateurs deviennent des micro-actionnaires du réseau et qu'en fait, au fur et à mesure que le réseau grandit,
la communauté devienne de plus en plus propriétaire du réseau. C'est un esprit un peu coopératif, finalement, parce qu'il y a un peu de ça. Complètement. Parfois, il y a certaines coopératives qui, justement, proposent aux personnes qui bénéficient des services d'en être aussi les copropriétaires. Tout à fait. Mais nous, on fait ça vraiment parce que ça nous paraît logique. Donc, il faut qu'ils payent, c'est sûr, pour être libre, en fait, pour se libérer de l'emprise publicitaire. Voilà, et pas que publicitaire. Non, mais d'un paiement extérieur. Ouais. Et puis, pour récupérer leur attention, simplement, il faut vraiment qu'ils payent. Mais en plus de ça, il est logique qu'ils deviennent propriétaires de la plateforme. Donc, si je comprends bien, parce que donc il y a le pay to own, donc c'est être propriétaire d'une partie de la plateforme, mais il y a aussi donc on paye pour rentrer, on paye un peu pour être propriétaire parce qu'on va être les lieux, et si on va jusqu'au bout, parfois d'être propriétaire, ça rapporte de l'argent. Est-ce que votre système, il y a, parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, le UGC, les User Generated Content, et donc vous aussi, c'est quelque chose que vous allez mettre en place ? Est-ce qu'on va rémunérer l'utilisateur et l'acteur, en fait, pas que l'utilisateur, mais l'utilisateur actif? Je ne sais pas comment on appellerait ça. C'est une très bonne question, mais il y a des tonnes de réponses et je les ai pas toutes. mais en fait, premièrement, ce modèle pay to own, c'est exactement comme dans n'importe quelle société d'actionnaires. Le profit, il est redistribué sous forme de dividendes dans une société classique. Donc nous, dans le modèle cible, le modèle est 100% profit sharing. Ça veut dire que le jour où on fera des profits, les profits seront redistribués à la communauté selon des niveaux de profil. Ça, on y reviendra parce que les niveaux de profit sont déterminés selon l'apport à la communauté, des valeurs qu'on a ciblées, qu'on mesure dans les interactions. Mais donc, il y a cette redistribution. Comment on fait du profit ? C'est là qu'il y a plein de pistes possibles. Si vous parlez de la vente de contenu, je ne sais pas si c'est ça l'idée. À peu près, ça fait partie des business. Ça peut être une des pistes. Ça fait partie des modèles aujourd'hui qui s'explorent un peu, dans le sens où ce que permet la blockchain, dans le sens où on devient propriétaire de son contenu, donc on peut décider de le monétiser. Ouais, tout à fait. C'est une source de revenus pour. Ça peut être une des pistes. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a une notamment que je laisse très générale ici, moi, que j'adorerais, qui peut être très puissante. On commence à constater, là on débute, on commence à avoir l'attraction, et pour l'instant, j'espère que ça continuera, mais les comportements et les contenus qu'on espérait voir sont ce qu'on voit sur la plateforme, c'est-à-dire des échanges sur des sujets potentiellement très sensibles, d'excellente qualité, entre gens avec des opinions divergentes, voire opposées. Et en fait, si on pouvait... Donc vous avez trouvé le remède à la polarisation, c'est ça ? Pour l'instant, mais... C'est pas mal. C'est pas mal. Faut voir... Parce que vu ce qui se présente, c'est plutôt pas mal. Si ça continue, mais le chemin est long. Hein, mais une des idées que je trouve super, ce serait de pouvoir, évidemment de manière anonyme, mais vendre... En fait, si ça continue comme ça, on pourra dire que notre plateforme reflète vraiment le sentiment de la société sur tous les sujets, que ce soit politique, sociétaux, ou le sport, ou le parfum, n'importe quoi. Et du coup, ça pourrait avoir énormément de valeur pour avoir une information réelle sur le sentiment profond de la société, bien plus que les instituts de sondage, par exemple. Donc ça, c'est une des pistes qui pourrait être super puissante parce que je trouve qu'elle est vertueuse, extrêmement vertueuse, parce qu'elle traduit vraiment quelque chose de réel, de non biaisé. Et ça pourrait être une énorme source de revenus. Mais effectivement, sur les contenus, il y a plein de choses. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est qu'on vienne sur la plateforme d'abord pour gagner de l'argent. On gagnera de l'argent si ça se passe bien. Nous, on a toujours considéré, et c'est fondamental chez nous, qu'on peut gagner beaucoup d'argent en vendant un bon produit ou un bon service. Mais il y a trop de projets, et en tout cas, je critique et je jette la pierre à personne, mais il y a trop de projets dans la vie en général et dans les écosystèmes quels qu'ils soient qui sont créés pour gagner de l'argent, et ensuite on pense aux produits ou aux services. Nous, c'est l'inverse, et on se dit que si on fait un bon produit, un bon service... Mais pour répondre à la question sur les contenus, il y a plein de pistes. Pourquoi pas vente de contenu, ça pourrait être aussi une place de marché, d'échange de contenu. Et pourquoi avoir utilisé du coup la technologie blockchain? Donc vous avez parlé d'un token. Vous avez du coup une token economics. Enfin, combien de tokens vous avez? Combien de tokens vous envisionnez? Et finalement, pourquoi avoir choisi cette technologie? Est-ce qu'elle apporte véritablement à votre projet? Pareil, il y a plusieurs réponses à des niveaux différents. Alors déjà, aujourd'hui, on a un token, mais c'est pas notre blockchain. C'est comme si on sous-traitait notre token. Aujourd'hui, on est 100% off-chain.
parce que dans le développement, la philosophie générale, on est parti du principe que, on veut vraiment adresser les problèmes globaux des médias sociaux. C'est-à-dire qu'à l'inverse de pas mal de propositions Web3 qui sont brillantes techniquement, qui ont des infrastructures très poussées, nous, on a pensé le produit pour le mass market parce qu'on sait que c'est là qu'est le pain. Et ensuite, on va mettre la tech là où elle est importante. On n'a même pas choisi notre blockchain pour le moment. C'est pour ça qu'on a sous-traité, entre guillemets, notre token. Donc, pour répondre à la question sur la nécessité sur l'utilité de la blockchain dans le produit, il y en a une qui est absolue. C'est dans la vision cible, c'est le security token pour pouvoir donner du token à la souscription. Donc ça, c'est pour le futur, le plus proche possible. Après, il y a 2-3 autres briques où c'est important pour avoir sans doute un utility token comme monnaie sur la plateforme, notamment pour les bons contenus, pour la... T'as fait un super post, je suis hyper d'accord avec toi, tac, voilà. Ça. Un like token ou quelque chose comme ça. Ouais. Exactement. Okay. On pense aussi très fortement depuis le début à ce que les profils soient des NFT, mais pas besoin de savoir ce que c'est un NFT ce serait pas bloquant. Pourquoi? Pour le futur, notamment l'interopérabilité ou pour pouvoir, et puis pour pouvoir aussi tout stocker la donnée du profil de manière dynamique dans une... Et cryptographiée aussi. Ouais. Quelque part, avec un anonymat à préserver quand même. Ouais, exactement. Mais après, il y a plein de choses où on n'a pas besoin de la blockchain. On la mettra là où c'est important. Et pour finir sur la deuxième partie de la question, donc aujourd'hui, on a un token qui est développé par Cryptown, qui est une société qui produit un token qu'elle fournit en échange d'une entrée au capital. Et ce token-là, c'est un utility. Ça nous permet en fait 2 choses. D'une part, de donner quelque chose qui a de la valeur à l'utilisateur, parce que ce token, il n'est pas aligné, c'est pas de l'equity, mais malgré tout, qu'on le veuille ou non, il va suivre la vie du projet, il s'échange sur la place de marché Cryptown, et donc ça nous permet de partager la valeur avec les utilisateurs, et comme il n'a pas les contraintes d'insecurity, ça nous permet aussi de tester des récompenses sur la plateforme. Mais c'est une phase de transition, c'est juste pour... Là, c'est pour vraiment tester ces modèles-là, et ensuite on basculera sur utility, security et propriétaire. Vous avez parlé un petit peu donc du fait que vous avez des débats, parfois même assez vifs. Du coup, un des gros problèmes qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est aussi le fait de devoir en fait justement donc contrôler les commentaires des gens. Comment est-ce que vous résolvez ce problème sur Republic? Enfin, ce point sur Republic plutôt. C'est un point hyper important qui pour l'instant fonctionne, mais je ne veux pas extrapoler. Nous, on réfléchit depuis très longtemps on a épluché beaucoup de systèmes de modération, c'est très compliqué, on sait, il y a des trucs, c'est très compliqué. Et en fait, on en est arrivé à la conclusion que, il suffit de voir les différences d'opinion entre les zones dans le monde, on en est arrivé à la conclusion que le plus important, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, c'était l'état d'esprit et le contexte émotionnel, plus que le contenu en lui-même. Je m'explique en prenant un exemple un peu extrême volontairement. Si on n'a pas envie de discuter et qu'on ne veut pas entendre l'opinion de la personne en face, on peut en arriver à s'étriper entre fans de petits chiens et fans de petits chats. Et inversement, si on est vraiment prêt à discuter, à partager un point de vue et à échanger, on peut discuter entre extrême gauche et extrême droite. Donc en fait, je prends ces exemples volontairement très parlants pour dire que si on arrive, et c'est notre pari, à déjà faire rentrer les gens qui comprennent ça et de manière très pédagogique et à, dans la modération, designer dans le produit la possibilité d'identifier le contexte émotionnel dans lequel est posté le contenu et d'arbitrer la modération sur ce contexte, on peut permettre de parler de beaucoup d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, la modération, et c'est vraiment fondamental. Quand un contenu est signalé, il est renvoyé à 7 utilisateurs qui ne se connaissent pas de manière aléatoire. Donc, tout le monde peut être... Nous, on ne participe pas. C'est vraiment... et ils vont être amenés à se prononcer sur le contexte émotionnel. Comme un jury, en fait. C'est ça, on reçoit un peu sa convocation. C'est ça. Ah ouais, sauf que le jury va se prononcer sur... bien sûr, mais de manière anonyme. Et, d'accord. C'est ça. Et la majorité sera récompensée. Alors, aujourd'hui, en token, mais plus tard, ça va vraiment jouer sur le niveau de profil. Et donc, du coup, si ça prend bien, ça va permettre aux gens qui ont compris les valeurs d'ouverture, etc., d'avoir un peu plus de poids dans la plateforme.
sachant que le profil est dynamique, il peut baisser aussi. Donc, ça permet vraiment d'ouvrir beaucoup de sujets dans un état d'esprit sain. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Et en fait, c'est un peu de construire une cour des sages, à un moment. Cour des sages. Mais sans présomption, hein, mais quelque part de ramener un peu de sagesse, justement. En tout cas, c'est de déjà récupérer notre attention dans la base du modèle. Et ça, c'est important, parce que sans attention, on fait n'importe quoi. Effectivement, on se le dit entre nous, et sans prétention, en toute humilité, mais si on peut amener un petit peu et en même temps, nous aussi, parce qu'on apprend aussi, d'éducation mutuelle et de conscience mutuelle, ouais, bien sûr que c'est le but. Ouais. L'économie de l'attention est une des problématiques identifiées, que vous avez identifiées au sein des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont aussi au cœur des démocraties. Et ce qui était au début quelque chose de vertueux, valeureux, est en train de devenir quelque chose de très problématique. Donc, comment vous, Republic, vous comptez participer à cet écosystème-là et à le rendre à nouveau valeureux? J'adore cette question et je vais essayer de répondre de la manière la plus précise possible. Je vais prendre au moins deux axes. Il y a un investisseur que vous connaissez peut-être, qui est assez connu, entrepreneur de la Silicon Valley, qui s'appelle Naval Ravikant. Et lui disait les gens les plus puissants du monde ne sont pas les politiciens ou les grands businessmen, ce sont ceux qui conçoivent les algorithmes. Et il poursuivait en disant il ne faut pas se demander si les politiciens utilisent les algorithmes, s'ils sont au courant que les algorithmes peuvent influencer les populations, ils les utilisent. Donc, ça va dans ce sens-là. Donc, ça, c'est super. Évidemment, c'est un enjeu majeur. Et je vais compléter avec un débat qui me plaît beaucoup entre Platon et Aristote. Platon considérait la démocratie comme l'un des pires régimes juste avant la tyrannie, parce qu'il partait du principe que le peuple n'était pas à même, pas assez éduqué pour prendre les bonnes décisions supra-individuelles de temps en temps, qui nécessitent parfois de faire des sacrifices de court terme. Aristote, à l'inverse, disait moi, je ne suis pas forcément d'accord, parce que si le peuple, c'est justement est conscient de certaines valeurs communautaires, la démocratie peut être le meilleur des régimes. Et donc, on est en plein là-dedans. Aujourd'hui, effectivement, on est plus dans la démocratie version Platon, vision Platon. Honnêtement, dans les démocraties occidentales, la plupart des gens ne votent que pour leurs intérêts. Et l'algorithme influence de manière exponentielle ces comportements. Donc, nous, ce que je disais au début, reconstruire des interactions sociales plus saines en éveillant quelque part un peu les niveaux de conscience, c'est clairement notre objectif. On n'a pas de vision messianique, etc. Mais voilà, l'idée, c'est de contribuer à ça. Et, c'est de ramener l'individu dans le collectif, en fait. Essayer de tempérer entre Exactement, et de voir, d'amener à la prise de conscience des conséquences de ses choix, des choix des autres. Donc, mais ça, oui, on a ça aussi dans notre vision des choses.